Bonjour, chronique littérature aujourd'hui et littérature d'épouvante, puisque je vais vous parler d'un truc qui date un petit peu quand même, qui est L'Abomination du lac de Joseph A. Citro. Le roman a deux titres originaux, puisqu'il avait été d'abord été publié en anglais sous le titre Dark Twilight, mais depuis il a été repris sous le titre qu'avait initialement désiré l'auteur et qui était Lake Monsters. En français, c'est traduit de l'américain par Michel Dutch. Ça a été publié aux éditions J'ai lu dans la collection Épouvante en 1993 et le roman datait de 1991 aux États-Unis. Et il fait dans les 300 pages. On ne se refait pas et de temps en temps j'aime bien me taper un petit roman de grosse horreur qui tâche. À une époque je pouvais en dire autant pour les petits films de grosse horreur qui tâchent, mais ça fait quelque temps que je ne l'ai pas fait et je le regrette. Quoi qu'il en soit, si le bilan en fin de compulsion est plus qu'à son tour navrant, de temps en temps, oui, j'aime bien, et je me farcis des trucs objectivement pas bons, mais qui me satisfont d'une manière ou d'une autre, ce qui ne signifie peut-être pas non plus que je perds alors tout esprit critique. Je suis bon public, mais aussi conscient de mes navrants de tard, dans ce que j'aime bien quand même, et dans ce que je n'aime pas parce qu'il faut pas trop déconner non plus, hein. Exemple, Manitou, c'est vraiment de la merde. L'abomination du lac de Joseph A. Citros, ça n'est certes pas fameux, c'est même probablement objectivement pas bon. Cependant, je crois que c'est bien autrement honnête que le Masterton précité, et c'est déjà ça. Il y a au moins un semblant de choses qui surprennent un peu là-dedans, qui ne sauvent pas tout, ni peut-être même quoi que ce soit, mais suffisent du moins à préserver une vague forme de singularité du bouquin, et si l'auteur, dont c'était en fait le premier roman, même s'il n'est sorti qu'en 1991 après quatre autres titres, hein, si l'auteur donc joue comme beaucoup dans ce registre à J'aimerais bien être Stephen King, référence écrasante avec celle de Lovecraft, sans l'emporter à la fin, eh bien il y a au moins vaguement de ça, plus que chez... Oui bon, ok. Maintenant, comment ai-je mis la main dessus? Enfin oui, chez un bouquiniste il y a quelques années de cela. La question serait plutôt pourquoi? D'une manière ou d'une autre, je l'avais vu mentionné quelque part comme étant Lovecraftien, avec des guillemets. Mais où? Je croyais que c'était dans The Rise, Fall and Rise of the Ptolemythos de S.T. Joshi, mais n'en trouve pas trace. Bah, peu importe. Ceci dit, il y a bien quelque chose de Lovecraftien dans ce roman, quelque chose que révèle d'emblée, d'une certaine manière, le choix d'employer le nom français Abomination, qui n'a sans doute rien d'innocent. Et c'est un peu fâcheux, car si ce roman bénéficie d'un vague atout, c'est probablement qu'il balade le lecteur dans des directions relativement inattendues. On peut relever que le titre original, Dark Twilight, n'a pas grand-chose à voir avec l'abomination du lac, et pourtant ce titre français ne manque peut-être pas totalement de pertinence, car le roman a été ultérieurement réédité sous le titre que lui avait initialement attribué l'auteur, et qui était Lake Monsters. Notez toutefois le pluriel. Cela dit, en matière de spoiler éventuel ou justement pas, je suppose qu'il faut aussi prendre en compte combien c'est ou c'est à l'usage. Cette couverture hideusement what the fuckesque n'a pas grand chose à voir, sinon rien avec le contenu du roman. Aussi le lecteur était-il invité à ne pas trop extrapoler, je suppose. Harrison Allen est notre héros. Trentenaire un peu terne, récemment licencié, il décide d'envisager ses allocations chômage comme une occasion de prendre des vacances. Insérer ici un connard qui bugle, les chômeurs sont des fainéants. Et de satisfaire une vieille lubie en se faisant chasseur de monstres. Ce décalque de l'auteur, car Joseph A. Citro a depuis 1991 sorti beaucoup de bouquins sur le folklore du Vermont, la cryptozoologie, mais aussi les ovnis et toutes ces sortes de choses. Harrison Allen donc entend en effet apporter la preuve que le monstre du lac Champlain, tendrement baptisé Champ ou Champy, en miroir d'une plus célèbre Nessie, que ce monstre aquatique donc existe bel et bien, et il se rend sur place pour enquêter en squattant la vieille bicoque d'un camarade de fac, idéalement située sur Friars Island, une île, oui, bien placée dans le dit lac. Et on a une carte de l'île en tête d'ouvrage, c'est donc un roman de fantasy. Friars Island attire les touristes en été, mais les autochtones ne sont pas toujours des plus accueillants pour les étrangers. Aux yeux de ce connard de Cliff, l'archétype du redneck détestable et borné dans ce roman, qui n'est pas du Vermont est forcément idiot et ridicule, et même les citoyens de l'État, quand ils sont continentaux, sont au moins suspects. Venir des grandes villes plus à l'est vous qualifie aussitôt en PD. Heureusement, tout le monde n'est pas comme Cliff sur Friars Island, et Harrison ne manque pas de croiser, bien heureusement, la route de la nouvelle instite de l'île, la belle et fraîche Nancy, dont chaque réplique ou pensée donne le sentiment un tantinet amer d'une femme cruchissime. C'est forcément le coup de foudre.
Mais de quoi parle le roman? Eh bien, vous pouvez oublier Champy. Harrison discute bien des témoignages avec quelques résidents de l'île, et on apprend un minimum sur le folklore qui va avec. Pour un chasseur de monstres, l'étendue de son ignorance en la matière a quelque chose d'un brin troublant. Mais l'hypothétique monstre du lac Champlain ne joue absolument aucun rôle dans ce roman, tout au plus celui d'un symbole, même si un épilogue lui donne bizarrement cher. Non, ce qui comptait ailleurs, le monastère abandonné au nord de l'île, habité en son temps par des moines un peu chelous, puis par une communauté spirite qui ne l'était pas moins, des bruits bizarres dans la baraque de Harrison, une petite fille qui disparaît, un érudit qui ne dit pas tout, une vieille dame peut-être un peu trop vieille et son simplet de fils. De fait, je crois que c'est plutôt un atout du roman, s'il doit en avoir un. Le cours des événements est assez imprévisible. C'est parfois à l'extrême limite de la cohérence, et quand il s'agit pour Joseph A. Citro de rassembler les fils, cela implique des coïncidences un peu grossières. Mais la surprise est là, et bien là, y compris et peut-être surtout au regard du véritable caractère horrifique du roman qui concerne notre pauvre Harrison, victime de son charme. C'est inattendu, grotesque sans doute, mais étonnamment efficace et cruellement ironique. Peut-être bien. Maintenant, ce roman ne fait pas peur. Loin de là. Si l'on accepte la disparition précoce d'une pauvre petite fille un peu trop curieuse, car manipulée par un petit con, en quelque sorte la promesse d'un cliff futur, puis met en aparté de ses parents, le roman n'a longtemps absolument rien d'horrifique. Tout ou presque est concentré dans, mettons, le dernier quart, et même ça n'effraie pas des masses. La peur n'est pas vraiment du lot, en fait. La répugnance, peut-être un peu plus, le cynisme, la panique, la curiosité, autrement. Mais tout ceci est tardif et assez peu efficace, donc. Même avec quelques surprises pas inintéressantes, ça et là. Pourtant, ce roman, assez court, hein, dans les 300 pages, mais très aéré avec une grosse police, se lit assez bien, je suppose, agréablement, oui. Quand Citro cherche à faire son King, en décrivant les habitants de Fryers Island comme leur contrepartie de Castle Rock, il se débrouille pas si mal, je suppose. Certes, pas aussi bien, mais pas si mal. Les s'illusent archétypes un peu trop voyants, le redneck cruel et borné, un compagnon de beuverie, le vieux chef bourru de la police à la retraite, l'épicier d'une courtoisie à toute épreuve, l'idiot du village, la vieille qui sait tout, l'érudit à nœuds papillons et, oui, la jeune et jolie et cruchissime Instite. Il arrive parfois au détour d'un paragraphe à leur donner un semblant d'âme. Bon, le roman ne brille guère par le style, en même temps, ça n'aide pas. Et la traduction, je ne me prononcerai pas. Mais ça, on s'en doutait en entamant la lecture, hein. Et honnêtement, oui, je suppose que c'est plutôt honnête. Ça coule en tout cas, et c'est sans doute tout ce qui compte. J'ai lu bien pire dans ce genre ou dans d'autres. C'est du roman de gare qui a passé sans souci l'épreuve du train. Je ne peux pas décemment recommander l'abomination du lac à qui que ce soit. Objectivement, ça n'est pas très bon, mais je ne regrette pas ma lecture pour autant, car oui, de temps en temps, j'aime bien m'offrir ce genre de péché mignon, et je déplore que le genre horrifique, qu'on le qualifie de mainstream ou pas, soit aussi délaissé de nos jours, même si durant sa grande époque il a effectivement souvent consisté en bouquins parfaitement horribles. Cet unique roman traduit en français, sauf erreur de Joseph A. Citro, s'en tire plutôt honorablement à cet égard, à vrai dire. Mais c'est bien un péché mignon. Oui, de temps en temps.